Pour en débattre, nos trois invités. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique, consacré cette semaine aux trains qui circulent dans notre région. Un réseau vieillissant, même s'il est en rénovation, des rames parfois insuffisantes, certaines lignes saturées. Quel avenir pour les trains en Pays de la Loire? Une question qui vous concerne tous. Vous êtes 27 millions à utiliser le train chaque année, les TER, les TGV, les trains intercités. Pour en débattre, tout de suite, nos trois invités. Bonjour, messieurs, dames. Roch Brancourt. Pardon? On y va dans 30 secondes. Ouais, dès que je dis trois invités, hop, vous rentrez. On rentre. Oui, tout à fait. Oui. Monsieur Brancourt, juste un essai son avant qu'on se remette. Vous êtes venu en train? Non, en voiture. C'était pas le jour pour prendre le train? Non. C'est quoi votre ligne préférée? Nantes-Angers. Nantes-Angers. Est-ce que vous habitez à Angers? C'est Nantes-Angers, Angers-Paris. Je suis élu en juin. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique, une émission consacrée cette semaine aux trains qui circulent dans notre région. Un réseau vieillissant, même s'il est en rénovation, des rames parfois insuffisantes, certaines lignes saturées. Quel avenir pour les trains en Pays de la Loire? Une question qui vous intéresse. Vous êtes 27 millions chaque année, 27 millions de voyageurs à utiliser les TGV, les TER et les trains intercités dans notre région. Pour en débattre, tout de suite, nos trois invités. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Roch Brancourt, vous êtes le vice-président du conseil régional en charge des transports. Il faut rappeler que depuis plus de 20 ans, depuis 1995, c'est la région qui gère, qui finance le nombre de dessertes et les nouveaux trains dans la région. Dominique Roman, bonjour. Vous êtes le secrétaire régional de la flotte, la Fédération nationale des usagers et des transports. Et Stéphanie Domange, vous êtes la directrice régionale de SNCF Mobilité, c'est ainsi qu'on la nomme maintenant, c'est-à-dire les trains qui circulent. Bonjour. Bonjour. Deuxième semaine de grève à la SNCF, une grève perlée très suivie, notamment par les conducteurs de train. Un résultat, des images un peu étonnantes pour nous, des gares désertées comme celle de Nantes, par laquelle transitent chaque année 12 millions de voyageurs. Stéphanie Domange, après 6 jours de grève, combien de trains supprimés? Au début, on était à un TGV sur 8, aujourd'hui un TGV sur 3. Est-ce que ça s'améliore?
Alors, on est toujours à 1 TGV sur 3. Demain, lundi, le trafic sera normal sur Pays de la Loire. Mais nous n'occupons aujourd'hui que 25% du trafic en TER, soit en car, soit en train. Donc, le trafic s'améliore. On a commencé à 1 TER sur 5. Aujourd'hui, on est à 1 TER sur 3. Et je sais bien que c'est très difficile pour nos clients à bord des trains. Et que ça va continuer. Dominique Roman, l'impact pour les usagers? L'impact est très important parce que quand c'est une grève courte, disons qu'on peut se préparer pour 1 jour, 2 jours, les gens s'adaptent et tout ça. Quand on est sur une grève longue, ça peut avoir des conséquences très fortes. Les gens qui travaillent, par exemple, quelqu'un peut perdre son boulot ou avoir des contraintes très fortes. Donc c'est vraiment très important, surtout qu'on n'arrive pas à savoir vraiment à l'avance quels trains vont circuler. Normalement, il y a une obligation d'être informé 24 heures à 17 l'avance. Oui, 17 heures la veille au soir, normalement. Et là, en fait, on est à 12 heures à l'avance à peine. Donc voilà, c'est un Ça impact. fonctionne mal, de Stéphanie Dommage? Alors nous, c'est pas tout à fait la vision qu'on a, et d'ailleurs c'est pas le retour que l'on a des clients qui sont à bord des trains, puisque effectivement tous les soirs à 17 heures, on fait l'affichage dans l'ensemble de nos gares, et puis sur l'application SNCF, on publie l'ensemble des horaires qui vont circuler, et quand on peut les donner pour les 2 jours qui viennent, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs pour la précédent mouvement, vendredi, samedi. Mais il peut y avoir des couacs, évidemment. Ça a un impact financier, ça, Roch Brancourt? Ça a un impact d'abord sur les usagers, puisque nous, ce qu'on a constaté, c'est pas 25% de TER qui circulent sur la région, mais c'est beaucoup moins de 10 sur les premiers jours de grève. Donc, il n'y a pas de service minimum d'assuré. Et c'est d'abord la principale raison, c'est d'abord parce que les cheminots, ils n'ont pas d'obligation d'assurer un service minimum. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, je vais vous donner un exemple. On le fait avec des cars, avec du covoiturage. Il y a à peu près 520 trains qui circulent par jour de semaine. Quand les jours de grève en semaine, aujourd'hui, on est plutôt entre 30 et 50 trains qui circulent. Donc on est à moins de 10% de trains qui circulent en TER sur la région. Donc c'est très inquiétant, très problématique pour nous, surtout si ça doit se poursuivre jusqu'à fin juin. Bon, ça, évidemment, on ne va pas passer le débat là-dessus, puisque ce n'est pas de votre ressort, Stéphanie Dommage. Les négociations continuent entre les syndicats et le gouvernement. Quand on parle train, on pense d'abord train et ligne à grande vitesse. La LGV qui traverse la Mayenne, la Sarthe pour rejoindre Rennes, qui a été mise en service en juillet dernier pour un coût de plus de 3 milliards d'euros. Stéphanie Dommage, est-ce que notre réseau, il est fait privilégiant les liaisons entre Paris et les grandes villes de province? Non, en fait, on a un réseau qui est équilibré. Bien sûr, il part de Paris et vient équilibrer les grandes villes de province. C'est d'ailleurs ce qui fait l'attractivité de la France. Mais le réseau, il est très riche sur les TER. Et d'ailleurs, il est en étoile quand même depuis Paris. Oui, absolument. Mais quand on regarde, par exemple, sur la gare de Nantes ou sur la gare du Mans, 70% des circulations sont des circulations TER. Donc, on a une irrigation sur la base un grand squelette qui irrigue l'ensemble de la France et qui ensuite vient irriguer les territoires. Et ce sont 2 réseaux qui sont complémentaires. En Pays de la Loire, on a jusqu'à 36% du trafic qui provient du TGV ou qui va vers TGV. On va en reparler tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ce constat, Dominique Roman? On ne privilégiait pas les grandes lignes au détriment des plus petites? De fait, les décideurs et tout ça font très attention à la desserte TGV. Beaucoup plus qu'à la desserte TER quand même. Les dessertes interrégionales... Les décideurs, donc ce sont les élus. Voilà, les dessertes interrégionales sont moins bien traitées, disons il y a moins de soucis pour les dessertes interrégionales, à notre avis, que pour les dessertes TGV et le temps d'accès à Paris, par exemple, qui actuellement est un critère qui apparaît partout et qui, pour nous, ne devrait pas être le seul à être pris en compte, quoi. C'est une obsession, ce critère du temps pour aller de Nantes à Paris, Roch Brancourt? Ça a peut-être été une obsession, mais je suis assez d'accord avec ce que dit M. Roman, ça ne peut pas être le seul critère. Moi, ce que je constate, c'est qu'il ne faut pas opposer le TGV et le TER. C'est aussi important pour le développement de la région d'accéder à Paris ou à d'autres parties du territoire. Mais est-ce qu'on n'a pas été dans cette logique-là pendant très longtemps, encore aujourd'hui, plus de 3 milliards sur la ligne LGV? Absolument. Le problème, c'est qu'il y a un manque d'équilibre. Et aujourd'hui, on le voit, on le paye. Il y a des lignes qui sont en mauvais état, des lignes régionales. Et c'est maintenant la priorité. Le président l'a annoncé. On va voir si ça se confirme. Mais c'est la priorité, en tout cas pour nous. Avant d'en parler, on va regarder ces chiffres qui concernent le taux de remplissage des trains. 70% pour un TGV, 42% à peu près pour les intercités, 25% pour les TER.
Est-ce qu'on investit plus dans les TGV parce qu'on remplit des TGV ? Ça a été une des politiques de l'État d'investir massivement sur les lignes à grande vitesse ces dernières années. Et d'ailleurs, on en souffre aujourd'hui sur les TER et sur les lignes TER. Et ça fait partie des objectifs du gouvernement de pouvoir réintroduire une capacité d'investissement sur les lignes TER. Mais on le fait d'ores et déjà, c'est-à-dire c'est une politique qui a été entamée depuis 2012, de réinvestir sur les lignes de proximité régionale. Et bien sûr, un des critères du modèle économique, ça sera de mieux remplir les trains. C'est d'ailleurs un des objectifs, je pense, que l'on partage avec notre autorité organisatrice, puisqu'on a un objectif partagé qui est d'avoir 10% de trafic en plus dans les 3 prochaines années. C'est peu, finalement, 25% dans les TER. Oui, je pense que c'est un chiffre moyen. Ouais, je pense que c'est une moyenne nationale, peut-être. Et que la moyenne régionale est plutôt supérieure à 30%, ça, c'est la première chose. Ça fait peu mais quand même, ça reste insatisfaisant. Je tiens à dire que ça mélange aussi des trains du milieu de journée, au milieu de matinée, au milieu d'après-midi, où par nature il y a beaucoup moins de monde, et des trains du matin ou du soir qui sont parfois, on nous le reproche, trop pleins. Donc la réalité est plus compliquée que ces chiffres-là. Ceci dit, nous, c'est notre objectif d'augmenter la fréquentation des TER. Ça coûte extrêmement cher aux contribuables à la région. Il faut que ça se justifie et qu'il y ait plus de monde dans les trains. Donc sur ces 27 millions de voyageurs dont on parlait tout à l'heure, 18 millions utilisent les TER. C'est à eux qu'Emmanuel Macron s'est adressé cette semaine. On écoute le président de la République. L'État, il va investir 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans. 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans. Pour faire quoi? Pour entretenir les lignes, pour votre sécurité. Parce que depuis trop d'années, on ne les entretient pas parce que le système coûte trop cher. Et puis, avoir ces fameuses petites lignes dont on parle, qui se développent encore davantage. Cette réforme, les Allemands ont à peu près fait la même. Regardez ce qui s'est passé avec le recul. Meilleur service, plus de gens qui prennent le train et plus de petites lignes. L'État va les financer. Mais ce qu'il faut collectivement, c'est qu'on s'assure aussi que les gens les prennent davantage dans les lignes qui sont les moins fréquentées. Peut-être qu'il faut en ouvrir d'autres pour recréer de la mobilité. Ce qu'on est en train de construire, c'est ce qu'on appelle une nouvelle stratégie de mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut pouvoir, sur notre territoire, avoir la meilleure solution pour se déplacer. Donc oui, les petites lignes, elles servent à ça. Donc les régions, dans le cadre des contrats de plan, on leur donnera les moyens. On leur donnera les moyens. Ça vous a fait réagir tout de suite, Roch Brancourt. 10 millions d'euros par jour, 3,6 milliards par an, 36 milliards sur les 10 prochaines années. C'est une bonne nouvelle, ça? C'est une bonne nouvelle, mais moi je suis très prudent. Je suis comme saint Thomas, j'attends de voir. Voilà, parce qu'aujourd'hui, par exemple, au mois de janvier, on a dû voter des crédits supplémentaires pour faire l'avance de la part de l'État pour 7 millions d'euros. Donc ça ne faisait même pas une journée de dépenses. Voilà. Donc on attend de voir ce qui va vraiment... Vous dites que l'État ne respecte pas sa parole, c'est ça? En tout cas, il ne respecte pas certains de ses engagements, même si on n'a pas aucun doute sur le fait qu'in fine, on sera remboursé de l'avance qu'on a faite. Alors cette avance, c'est pour quelle ligne? C'est pour la ligne entre la rénovation d'une petite ligne entre Clisson et Cholet. Et non seulement c'est une ligne qu'on va rénover, mais sur laquelle on a pris l'engagement avec la SNCF d'augmenter le nombre d'allers-retours. Qui va être fermée pendant 10 mois à partir du mois de juillet. Elle va être fermée pendant 10 mois, mais à sa réouverture, on passera de 4 à 10 allers-retours par jour. Voilà. Donc nous, on a effectivement cette volonté, non seulement de sauver des petites lignes, mais d'augmenter l'offre pour qu'il y ait à nouveau davantage de voyageurs à bord de ces trains. Dominique Roman, c'est une bonne nouvelle, 36 Oui, milliards. c'est une bonne nouvelle, mais je serai aussi très prudent parce que les 3,6 milliards par an, on ne sait pas par rapport au montant actuel qu'est-ce que ça veut dire. Donc on est un peu dans le brouillard. Est-ce que ça reprend des choses actuelles? Nous, ce qu'on constate, c'est que sur le terrain, il y a des lignes qui ont besoin d'argent actuellement. Entre Le Mans et Alençon, par exemple, la ligne est très dégradée et actuellement, on ne parle pas de travaux. On va parler de la rénovation du réseau. Auparavant, je voudrais revenir plutôt sur les trains, les trains en retard, puisque ça, c'est quelque chose que les voyageurs vivent au quotidien. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions qui ont été enregistrées sur la ligne Nantes-Le Croisic. Ce matin encore, le tableau d'affichage indique 3 TER supprimés. On a de la chance, le nôtre partira et arrivera à l'heure. Mais quand on écoute les habitués, c'est presque exceptionnel. Sandra tient les comptes. Entre le 15 octobre et le 1er décembre 2017... On a eu des retards, mais constamment, presque toutes les semaines. De mémoire, on a dû arriver 3-4 fois à l'heure le matin.
Ça se passe en règle générale plutôt pas mal. Après, il est vrai que quand il y a des retards, c'est très impactant pour le travail. Moi, je travaille dans le secteur public, donc mon employeur est plutôt tolérant. Maintenant, j'ose imaginer que pour les gens du secteur privé, c'est une vraie contrainte. C'est 10, 20 minutes de retard et après, pour l'arrivée au boulot, c'est catastrophique. J'ai failli perdre mon travail à cause du train. L'année dernière, quand ça a changé d'horaire, et je suis obligée de prendre le train plus d'une demi-heure plus tôt pour pouvoir être à l'heure à mon travail et d'arriver plus d'une demi-heure plus tôt. Stéphanie Domange, pourquoi ils n'arrivent pas à l'heure, ces trains? Alors, je rappelle, 527 TER chaque jour, donc c'est très très important, plus de 50 000 voyageurs qui transitent dans ces trains, dans notre région. En fait, il n'y a pas une cause unique. C'est un ensemble de facteurs qui a conduit progressivement à la dégradation de la qualité de service sur la deuxième partie de l'année 2017, parce que la première partie était plutôt bonne. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres au début de l'année 2018, on est plutôt en train de remonter. Et je dirais il y a 3 facteurs. D'abord, sur la ligne que vous avez montrée, on a beaucoup de travaux sur cette ligne. On a le pôle d'échange multimodal de Nantes, qui fait qu'on a une voie en moins disponible sur la gare. On a des travaux dans le tunnel. C'est les travaux autour de la gare de Nantes. Absolument. On a des travaux dans le tunnel qui sort de Nantes, qui est un des tunnels les plus longs d'Europe et qui se passe toutes les nuits. On a des travaux à Savenay et on a aussi des travaux à Saint-Nazaire. Donc il y a beaucoup de travaux. Donc vous dites que c'est normal que les trains soient en retard sur ce tronçon-là? Non, je ne dis pas que il est normal que les trains soient en retard. Et au contraire, on travaille pour améliorer la qualité de service. Je pense que les premiers éléments commencent à frémir et remontent en termes de qualité. Mais c'est compliqué de faire circuler des trains quand on est tout le temps en travaux, c'est ça que vous dites? C'est compliqué de faire circuler des trains quand on est en travaux. Et puis, on a aussi à ajuster nos horaires. Pour vous donner un exemple, un train qui part avec 1 minute de retard de la gare de Nantes, si on est en heure de pointe, le dernier train de l'heure de pointe, il aura entre 10 et 15 minutes de retard. Donc, il y a des effets aussi de saturation du réseau qu'il faut qu'on gère et qu'on adapte mieux nos horaires. Alors, un des problèmes majeurs, c'est l'état de ce réseau, un réseau vieillissant, comme en témoigne ce reportage sur la ligne Le Mans-Alençon-Camp, dont on parlait tout de suite. Chaque matin, Martine prend le train à la gare de Montbiseau. Elle utilise la ligne Alençon-Le Mans pour se rendre à son travail. Mais depuis plusieurs mois, ses trajets sont de plus en plus longs. Le train est obligé de rouler à 60 à l'heure au lieu de rouler à 120, quoi. Tout ça parce que les traverses sont abîmées à certains endroits et donc faut rouler au ralenti. Depuis les années 1970, aucune rénovation d'ampleur n'aurait été réalisée sur cet axe. Certaines voies sont donc endommagées. Conséquence, des retards et des problèmes techniques à répétition, les usagers sont exaspérés. En 2016, le nombre de voyages sur cet axe a diminué de 9%, alors que sur la même période, la fréquentation de beaucoup d'autres lignes de la région augmente. De nombreux élus locaux tirent la sonnette d'alarme, ils réclament des travaux en urgence. Alors, le risque à terme, c'est que la dégradation de notre voie entraîne une baisse de qualité de service. C'est que derrière, les usagers, finalement, s'éloignent de ce mode de transport. Forcément, derrière, on aura des comptages qui ne seront pas bons de la SNCF. Forcément, derrière, on nous dira, écoutez, vous avez moins d'usagers, la ligne est moins viable, on est obligé de la fermer. Mais selon la SNCF, impossible de prévoir des réparations importantes avant 3 ans. Le ferroviaire, c'est une industrie. Et tout ça, ça se programme des années à l'avance parce qu'il faut des moyens, des équipes, des entreprises. Et il y a énormément de travaux dans la France entière et particulièrement, bien sûr, en Pays de la Loire. Et on ne sait pas techniquement le programmer avant 2021. Stéphanie Domange, rapidement, trop de travaux en même temps? C'est ce qui est dit? Il y a beaucoup de travaux. Le réseau, en fait, en Pays de la Loire, est en moyenne d'âge de 35 ans. Certaines lignes ont 28 ans et d'autres 55 ans. Donc, il faut qu'on investisse sur le réseau et on a besoin de le planifier, de le programmer. Mais il y a 2 types de travaux. Des travaux qui préparent l'avenir sur du long terme. Et puis, il y a des travaux de régénération. On en fait beaucoup en Pays de la Loire. C'est environ 80 millions d'euros par an qui sont dépensés pour la régénération et le maintien en qualité du réseau. Alors, quand on regarde une carte, on voit très bien que les difficultés majeures, elles se concentrent dans les liaisons de région en région. On vient de voir entre Le Mans et Caen. C'est le cas aussi entre Nantes et Rennes, même si c'est amélioré, et surtout entre Nantes et Bordeaux. Ça veut dire quoi, Roch Brancourt? Que les régions ne travaillent pas ensemble? Non, ça veut pas du tout dire que les régions ne travaillent pas ensemble. Au contraire, les régions travaillent bien ensemble. Sur les questions ferroviaires. Non, c'est que simplement, là, vous avez le résultat de décennies de priorités données aux nouvelles infrastructures, grande vitesse, et on a délaissé
ces voies qui ne sont pas des voies de grande vitesse et qui ont trop longtemps été considérées comme secondaires. Ceci étant, on est aujourd'hui sur un programme qui doit faire aboutir les travaux de Nantes à Bordeaux en 2020, qui doit faire aboutir un certain nombre de travaux sur Clisson, Cholet, entre Nantes et Cholet également en 2020. Et concernant Le Mans-Tours, on va engager très prochainement des études avec SNCF, puisque maintenant on sait depuis quelques semaines exactement quel est le montant des travaux qu'il faut réaliser, en tout cas pour, à court terme, assurer qu'il n'y ait pas de dégradation additionnelle et préparer l'avenir sur cette ligne. Donc on va le faire. Et on travaille avec les régions là-dessus. Le problème, c'est que l'État, qui est le principal financeur des travaux d'infrastructure, n'a pas été au rendez-vous pendant longtemps. Le président annonce qu'il va l'être désormais. On attend de voir. Mais il va falloir du temps pour rénover tout ça. Oui, Dominique Roman, les points noirs, ils sont où pour vous? J'avais quand même une observation sur sur Le Mans-Alençon. La SNCF Réseau, alors que ce n'est pas SNCF Mobilité, annonce assez, on est obligé de réduire la vitesse. SNCF Réseau, c'est SNCF qui construit, c'est les infrastructures. Qui entretient l'infrastructure et qui construit. Bon, normalement, ils auraient dû prévenir plusieurs années à l'avance pour qu'on programme les travaux et qu'il n'y ait pas de ralentissement. Sur Nantes-Bordeaux, c'est encore pire, quoi. Parce que là, au dernier moment, on arrive et il faut quasiment fermer la ligne. Donc il y a vraiment un problème de programmation et de prévention des inconvénients de dégradation de la ligne. Il y a un effort à faire côté information des voyageurs, Stéphanie Domange. C'est pas qu'un problème d'information, c'est un problème de planification. Et comme le disait M. Brancourt, pendant des années, ces lignes ont souffert de sous-investissement. On est en train de changer la donne, mais ça prend un peu de temps en termes de mise en œuvre. Et pendant ce temps-là, les usagers sont partis. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. On y est confronté tous les jours. Et nous, on met en place des ralentissements pour garantir la chose qui est pour nous fondamentale, qui est la sécurité des circulations. Voilà. Alors on va regarder ces chiffres qui sont des chiffres de fréquentation et leur évolution entre 2015 et 2016. On voit très clairement que ça baisse beaucoup dans le sud Vendée, c'est Nantes-Bordeaux, on vient d'en parler. Ça augmente beaucoup à Clisson et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est la preuve que la fréquentation, elle dépend de l'état du réseau, Roch Brancourt ? Elle dépend de plusieurs choses, la fréquentation. Il faut d'abord que le train soit attractif, c'est-à-dire que les billets ne soient pas trop élevés. Là, je pense aux clients, aux usagers non abonnés qui jusqu'à maintenant avaient des tarifs très, très élevés et qui vont voir ces tarifs baisser à partir de dès maintenant, à partir du mois d'avril. La carte qui offre une réduction de 50% sur le plein tarif, elle était auparavant de 65 €. C'est vous qui fixez les tarifs. Oui, c'est nous qui fixons les tarifs. Elle était auparavant de 65 €. Désormais, elle est à 30 €. C'est-à-dire que vous l'amortissez en 2 ou 3 allers-retours, quand avant, il fallait beaucoup plus d'allers-retours de trajets pour l'amortir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut effectivement que les trains circulent et que les infrastructures soient en bon état. Et puis enfin, il faut qu'il y ait une offre qui soit du bon niveau. Or, vous remarquez que sur certains axes, il y a une augmentation qui est assez significative. En partie parce que je vois sur Sainte-Pazanne, Saint-Gilles, Croix-de-Vie, c'est parce qu'avant, il n'y avait plus de trains qui avaient été interrompus pour les travaux, ils ont été remis, donc il y a forcément une remontée en puissance. Oui, là, on est vraiment sur un réseau qui a été rénové. Mais il y a des axes sur lesquels on a fait évoluer les horaires et que ça a produit une augmentation du trafic. Je pense à Nantes-Clisson, par exemple. Et puis, il y a des axes sur lesquels on voit que le trafic se tasse un petit peu. Et parfois, c'est aussi parce que les horaires ne sont pas complètement adaptés. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de rames, c'est ce que vous dites, Dominique Roman. Il ne suffit pas de rénover le réseau, il faut encore qu'il y ait des trains qui circulent dessus. Est-ce qu'il n'y a pas assez de rames ou est-ce que les rames ne tournent pas assez ? Moi, j'ai vu une statistique qui disait qu'en Allemagne, les trains tournaient 8 heures par jour. Les TER en France tourneraient 4 heures. Je ne sais pas, c'est peut-être exagéré. Mais on voit qu'en France, un des problèmes, c'est le coût du train kilomètre aussi. Et le mode de facturation du train kilomètre. Actuellement, j'ai l'impression que c'est facturé tout au même tarif, quel que soit le train, alors qu'en fait, le train coûte cher par ses coûts fixes. Il y a les gares, il y a les matériels, il y a tout ça. Mais une fois que c'est en place, le kilomètre additionnel devrait être beaucoup moins cher. Pourquoi c'est aussi cher ? Si on veut faire évoluer le coût, une des réformes majeures qu'il faut mener, et j'espère que le gouvernement l'amènera jusqu'au bout, c'est l'ouverture à la concurrence du marché du transport ferroviaire de voyageurs. C'est prévu, la ministre des Transports a dit que les régions pouvaient s'y mettre à partir de décembre 2019. Vous êtes candidat. On est candidat en région Pays de la Loire pour cette raison, parce qu'on pense que c'est un moyen de diminuer les coûts et surtout de permettre d'augmenter l'offre
à coût à peu près constant. C'est ça notre objectif. On pense que c'est un levier important. Après, il y en a d'autres. Il faut que le réseau soit en bon état. Il faut que l'État aide les régions à rénover les réseaux. Nous, on est au rendez-vous. C'est ce qu'a dit le président de la République. Il allait vous donner de l'argent. Voilà, on l'attend. Stéphanie Demange, il pourrait être moins cher le train ? Nous, ça fait partie des engagements que l'on a pris avec le Conseil régional d'essayer de réduire le coût aux voyageurs kilomètres. Dans les 3 ans qui nous lient, on doit faire baisser de 10% le coût aux voyageurs kilomètres. Alors, comment vous allez faire ? Il y a plusieurs facteurs. Monsieur Roman l'a dit, on va mieux utiliser nos rames dans nos ateliers de maintenance qui sont neufs en Pays de la Loire et qui ont été financés par le Conseil régional. Ça nous permet de mieux faire tourner nos rames. On a aussi une offre qui est plus attractive d'un point de vue des clients, donc ça permet d'avoir davantage de recettes. Et puis, on répartit aussi nos modes de fonctionnement avec une plus grande polyvalence d'utilisation de nos agents. C'est ce que l'on fait d'ailleurs sur le tram-train. On a des agents qui peuvent contrôler à bord, entretenir les gares, mais également faire de la vente. Alors Emmanuel Macron a été jusqu'à évoquer la création de nouvelles lignes, de nouvelles petites lignes. Est-ce que ça, c'est envisageable dans la région ? Et si oui, Dominique Roman, il y a quelle ligne ? Oui, nous, on a des propositions à faire. Par exemple, Saint-Nazaire-Rennes qui ne fonctionne pas, alors qu'il y aurait certainement une forte demande pour aller de Rennes à Saint-Nazaire, La Baule, le Croisic. D'autres envisagent Angers, Cholet, Les Herbiers, les Sables-d'Olonne. Voilà, il y a Angers, Cholet, Les Herbiers. Oui, on peut effectivement. C'est possible ? Il y a pas mal de. Enfin, on a un autre besoin. Enfin, des lignes qui ont été complètement coupées et massacrées. On va dire Nantes, Châteaubriand, Rennes, qui a été massacrée parce que chaque région a agi de son côté. Et sans aucune ça fonctionne bien entre Nantes et Châteaubriand avec un tram-train relativement performant. On arrive sur un butoir. Châteaubriand-Rennes, ça marche. On arrive sur un butoir et ça ne fonctionne plus, quoi. Alors qu'on pourrait avoir un espèce de RER bimétropolitain. L'emprise existe. Il faudrait que les 2 régions se mettent d'accord pour mettre en place une vraie desserte. Entre Nantes et Rennes, il n'y a que 5% des gens qui prennent le train. Parce que c'est long, il faut passer par Redon, c'est un peu cher. Il y en a d'autres qui habitent dans le nord-est de Nantes, par exemple, qui pourraient très bien, au lieu de passer par la gare centrale de Nantes, aller directement à Rennes par là. On va donner la réponse à M. Branco. Il nous reste seulement 4 minutes. Rapidement, la priorité, ça serait quoi parmi ces destinations ? Je ne voudrais pas paraître trop pessimiste, mais notre priorité, c'est déjà de sauver les lignes qui ont besoin d'être sauvées. C'est beaucoup d'investissements. Je rappelle que sur Nantes-Bordeaux, la région doit mettre 40 millions d'euros. Sur le contournement de Donge, qui est important pour permettre à la raffinerie, pour que Total investisse sur son site, qui aujourd'hui, elle ne peut pas le faire à cause du passage du train en milieu. Il faut mettre 40 millions d'euros. Sur Clisson-Cholet, on met à peu près 35 millions d'euros. Donc vous ne mettrez pas d'argent entre Châteaubriand et Rennes, par exemple ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'on va mettre de l'argent sur les lignes qui sont existantes et qu'il faut déjà sauver. Puis après, on va réfléchir éventuellement si on peut créer d'autres lignes. Mais on va d'abord s'assurer qu'on sauve les lignes qui ont besoin de l'être. Rapidement, dans notre région, ont été expérimentées de nouvelles technologies. On a parlé du tram-train Nantes-Châteaubriand. Vous aviez décidé de suspendre à un moment donné le versement à la SNCF. C'est toujours le cas. En raison de problèmes récurrents de lignes. Quand est-ce que vous redonnez de l'argent ? Alors justement, on a rencontré SNCF et Alstom ce matin pour faire le point sur les causes et les plans d'action qu'ils envisagent pour retrouver un niveau de qualité normal. Il y a des objectifs qui sont clairement affichés par eux d'ici la fin de l'année. Donc on se revoit en septembre pour en reparler et faire le point. Parce qu'on est très loin des prévisions qui avaient été envisagées. C'est quoi ? C'est un mauvais choix de matériel ? Non, je crois... C'était une innovation, le tram-train. On a été la première région effectivement, à l'époque, à faire ce choix-là. Depuis, la région lyonnaise l'a fait, l'Île-de-France aussi. Maintenant, il y a des améliorations qui doivent être apportées maintenant rapidement par l'industriel et par SNCF. Ils nous ont affiché ce matin des objectifs de réduction des incidents qui devraient avoir des conséquences significatives sur le niveau de service pour les usagers. On pourra faire le bilan dès l'automne. Rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, la virgule de sablé, là aussi une première technologique mondiale, ça nous a été vendu comme ça. Finalement, c'est la portion sur laquelle les TER peuvent emprunter la ligne LGV. Des TER qui disparaissent régulièrement. Ça sert à quoi une première mondiale si ça ne fonctionne pas ? Stéphanie Demange. Mais en fait, quand on innove et quand on est à la pointe, on a toujours des phases de rodage. Et d'ailleurs, on l'a vu sur le tram-train, c'est vrai pour la virgule. Mais on ne peut pas vouloir une SNCF qui se change et qui se transforme. C'est les dommages collatéraux, c'est ça ? Mais je dirais...
tout le monde Parce que tout le monde est en quart en ce moment. Ouais, hein, mais tout le monde a oublié que quand on a lancé au début le TGV, quand les trains se croisaient, on avait des problèmes tout simplement de souffle d'air entre les deux rames. Et ben, je pense que c'est ce qui se passera sur le TER 200 de la virgule qui va à grande vitesse. Ça sera une vitrine technologique demain et ça sera créé en Pays de la Loire. Demain, quand ? Bah, on a trouvé les solutions, on est en train de les tester. On les testera même la semaine prochaine. Et donc, on devrait pouvoir annoncer une date de reprise dans le courant du mois de mai. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais c'est clairement, enfin, si vous voulez, c'est clairement inacceptable d'avoir dépensé autant d'argent et d'avoir encore des problèmes de rodage. En même temps, on ne peut pas se contenter, comme certains le font, de dire « je tape du poing sur la table ». Nous, la région, on a dépensé beaucoup d'argent. Enfin, les contribuables ont financé des investissements importants. On est très attentif à ce que ça marche et on va tout mettre en œuvre. Tous les moyens de pression seront utilisés pour que ça marche. Mais on est confiant. Tous les moyens de pression, c'est quoi ? Très vite. Bah écoutez, on verra. Pour le moment, on travaille de manière très partenariale et on est confiant sur le fait de relancer cette circulation à l'automne. Là aussi, vous pourriez dire attention, on ne donne plus d'argent à la SNCF. Si ça, on n'a pas d'autres c'est moyens, ça sera ça, ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. En tout cas, on va suivre les travaux sur la virgule de Sable à partir, enfin pas les travaux, mais vous nous dites que ça va marcher à partir de la semaine prochaine, les nouveaux essais. Merci d'avoir participé à cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet. La semaine prochaine, Virginie Charbonneau recevra l'eurodéputé Yannick Jadot pour parler notamment de Notre-Dame-des-Landes et des expulsions et des projets agricoles. Tout de suite, le journal présenté par Cathy Collin.